Alors, est-ce que tu savais que Steven Spielberg avait déjà réalisé un thriller politique? En quelle année? En 73. Ah ouais? Et ça s'appelait Chantage à Washington. Bonjour et bienvenue dans les coups d'info en cinéma. Alors aujourd'hui, avant d'attaquer la critique du nouveau film qui vient de sortir, on va vous parler d'un ami qui a une boîte très sympathique qui s'appelle 7e art et qui vend donc ses toiles, vous voyez, en rapport avec le cinéma. Donc là, on a Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. C'est vraiment des produits de qualité, c'est du haut de gamme, c'est fabriqué en Allemagne. Et d'ailleurs, ils font une promotion jusqu'à samedi soir. Donc si vous voulez commander un produit, eh ben, vous avez une réduction exceptionnelle de 150 € sur chaque produit commandé, donc avant samedi soir, et avec livraison gratuite en échange de l'email. Voilà, vous aurez le lien de la société dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer avant samedi soir, allez y faire un tour, et c'est parti maintenant pour la critique de Pentagon Papers. Alors c'est la première fois qu'on critique un film de Steven Spielberg sur cette chaîne, donc comme c'est la première fois, j'ai juste envie de dire... Je t'aime Steven Spielberg. Voilà. Non mais ça peut paraître débile, tout ce que vous voulez, bateau, mais j'ai juste envie de le dire, j'ai juste envie de le crier, j'ai envie que ce soit enregistré, que ce soit dit publiquement. Voilà, je t'aime Steven Spielberg. Voilà, je suis désolé, voilà, je le dis. Voilà, T'auras l'occasion de le redire puisque dans un mois, il y a encore un autre film. Oui, voilà, tant mieux. Alors Pentagon Papers, de quoi ça parle? Eh bien, on est en 1971 et le New York Times reçoit de manière officieuse ces fameux documents, les Pentagon Papers, qui compromettent le gouvernement et qui même compromettent en fait le gouvernement depuis environ 30 ans, à savoir depuis Truman, donc en passant par John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson et Richard Nixon, à propos donc de la guerre du Vietnam. Et le Washington Post, dans un souci d'éthique journalistique, se pose la question si il faut révéler ce scandale ou non. Et tout le film est basé là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des scénaristes de Pentagon Papers avait travaillé sur le scénario de Spotlight. Donc, c'est assez drôle parce que finalement, on retrouve un petit peu le même genre de film, c'est-à-dire une enquête journalistique. Mais là où, par exemple, un film comme Spotlight avait un sujet donc très intéressant et très croustillant, mais avec une mise en scène digne d'un téléfilm, Spielberg, lui, il s'empare de ce matériau de base, de ce scénario de Pentagon Papers, et il t'en fait un thriller politique haletant, palpitant, passionnant, toujours intéressant, grâce à l'ingéniosité de sa mise en scène. C'est là toute la différence entre un génie, entre un grand réalisateur et un autre, lambda. Alors c'est vrai que là on voit que Spielberg avec une histoire pareille, qui se déroule souvent dans des bureaux, dans des journaux, dans des machins, c'est pas à la base très très sexy. C'est vrai qu'il arrive à en faire, il a toujours son talent de conteur d'histoire indéniable et de grand technicien du cinéma qui arrive à te rendre passionnant des trucs qui pourraient, avec un autre réal effectivement, notamment chez Spotlight, totalement anodin et totalement... je veux dire, voilà, des plans sur des téléphones ou des plans sur des photocopieuses, il y a que Spielberg pour te rendre ça intéressant et te mettre du suspense dessus. Déjà j'annonce la couleur. Moi j'ai adoré ce film. C'est-à-dire que le film te fait vraiment ressentir tout ce que ça peut être de vivre dans une rédaction de journal et tous les enjeux qu'il peut y avoir, etc. En plus, la reconstitution de cette époque des années 70, c'est vraiment du parfait. Un casting impeccable, 4 étoiles, où on retrouve évidemment donc Tom Hanks et Meryl Streep et Bob Odenkirk, donc l'acteur qu'on connaissait de Breaking Bad, Jesse Plemons qui aussi jouait dans Breaking Bad, Sarah Paulson, Alison Brie de la série Glow. C'est un beau film humaniste qui propose une réflexion hyper intéressante sur l'opposition entre le gouvernement, la liberté d'expression, et c'est une vraie leçon de courage. Voilà. Bon, alors moi j'ai deux problèmes sur le film. Il y a un problème de fond et un problème de forme. Notamment, je vais commencer par la forme. Alors attention, il y a des choses très bien dans le film, que d'ailleurs j'en ai parlé au début. Mais j'ai deux problèmes. Problème sur la forme, pour moi, il y a une installation, une exposition pour moi trop longue. C'est-à-dire que c'est pas une demi-heure, mais c'est 3/4 d'heure d'exposition jusqu'à arriver à l'enjeu. Et je trouve ça excessivement long. Je me suis même limite ennuyé et j'ai prié le ciel pour me dire j'espère que tout le film n'est pas comme ça parce que sinon ça va être difficile de passer les 2 heures. Bon, heureusement, au bout de 3/4 d'heure, ça décolle et alors quand ça décolle, ça décolle. En même temps, ce sont des scènes nécessaires pour installer, planter le décor, comprendre les enjeux, comprendre comment les personnages fonctionnent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quelles sont leurs intentions, leurs motivations, et donc c'est un peu dur de les squeezer. Je trouve, pareil, sur la forme, que Tom Hanks et Meryl Streep, ça a beau être un casting 4 étoiles comme tu dis, mais je trouve qu'ils en font pas des caisses, mais je trouve que
Ah non. Pour moi, ça surjoue un peu. C'est-à-dire que Tom Hanks c'est bien, mais je trouve que il joue un personnage. Je vais juste rendre un petit hommage à notre collègue et ami critique masqué qui dit une chose assez vraie. Il se regarde jouer, et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que, et à un moment donné, j'ai l'impression que Tom Hanks c'est là. À se regarder jouer, Meryl Streep, c'est encore pire. Mais non, mais moi, il m'a fait kiffer ce Tom Hanks, là, en jouant ce personnage haut en couleur, comme ça, en mettant les panards, les pieds sur son bureau, comme ça, limite avec le cigare. Oui, il est un petit peu dans si tu veux, dans le cliché du rédacteur en chef, comme ça, avec le cigare et tout dans le bureau. Mais j'ai trouvé son personnage hyper jouissif. Tu me le dis, si je t'emmerde. C'est-à-dire que Meryl Streep, alors je trouve carrément pas qu'elle mérite d'Oscar, je trouve qu'elle fait du Meryl Streep, et à la limite presque du Meryl Streep un peu agaçant, avec cette espèce de composition de personnage, de femme. Alors oui, le personnage est très intéressant, mais ce qu'elle en fait, elle, m'agace. C'est-à-dire que elle est là, machin, elle a l'air un peu perdue comme ça, et puis elle a son petit personnage. Oui, mais je trouve que sa composition de personnage, je trouve qu'elle fait du Meryl Streep, mais alors... De tout ce que j'aime pas chez elle en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment non mais je te dis, je trouve que et comme disait justement Critique Masqué, il se regarde jouer, et moi j'ai trouvé ça assez insupportable. Il y a que Bob Odenkirk que moi j'ai trouvé très juste. Voilà. Bon, moi évidemment, je suis pas du tout d'accord, parce que Meryl Streep, elle joue donc effectivement, donc comme tu as dit, un personnage très intéressant, et un personnage qui est complètement, si tu veux, qui est tiraillé, qui est prise entre deux feux. Moi, je trouve que justement, elle te fait bien ressentir qu'elle est perdue. Alors, deuxième problème que j'ai, mais là c'est plus sur le fond, c'est avec Spielberg, là, justement. Bon, j'adore Spielberg, hein, c'est clair, tout le monde le sait, toi tu le sais, tout le monde le sait. Mais pour le coup, moi j'ai passé, si tu veux, ma vie à défendre Spielberg parce qu'il faisait du cinéma humaniste, on va dire, parce que on n'échappe pas encore à la règle, c'est un film humaniste. Mais là, je condamnerai le film justement par rapport à ce problème-là. C'est-à-dire que, en gros, je trouve que là, l'humanisme débordant de Spielberg m'a posé un problème, parce que j'en attendais un peu plus par rapport à un thriller politique. Je trouve que par exemple dans Munich, qui est aussi quelque part un thriller politique, je trouve qu'il évite tout manichéisme. Alors, on est aussi dans un film humaniste, c'est vrai, mais il évite le manichéisme. Et là, au nom de l'humanisme, que lui, c'est sa marque de fabrique et tout ça, eh ben, je trouve qu'il tombe dans plein de travers dans lesquels il n'était pas tombé, par exemple, dans Munich. Par exemple, l'opposition, pour moi, assez insupportable quand même, Nixon dans la Maison Blanche, si tu veux, en train de dos, filmé dans la pénombre, face aux gentils petits journalistes qui essayent de dévoiler la vérité. J'avoue que cette opposition très manichéenne m'a un poil agacé. Alors, il ne s'agit pas de travestir l'histoire et de raconter n'importe quoi, qu'on se comprenne bien. Le message du film, je le valide à 100%. Je veux dire, voilà, moi, le message, je ne peux pas être contre ce message, surtout moi. Ouais. Voilà, hein, non, mais c'est vrai, la liberté de la presse et tout, oui, c'est trop important. Et on doit... Et en ce sens, le film défend ce point de vue d'une manière admirable. Et là-dessus, j'ai rien à dire. Non, c'est juste, en fait, la façon dont c'est mené que moi, je n'aime pas. Mais je trouve que ça manque terriblement de nuances sur les personnages. Je trouve que Spielberg aime trop ses personnages principaux, il les aime trop, et que finalement, il les égratine pas beaucoup, et qu'il n'y a pas beaucoup de nuances, alors que dans un film comme Munich, il y en avait énormément, et il y avait énormément d'ambiguïté, et il jouait là-dessus, et c'était génial. Là, je trouve qu'il ne joue absolument pas la carte de l'ambiguïté, il joue, alors, le film de Frank Capra. Mais j'ai envie de te dire que Frank Capra, moi j'aime bien m'en remater de temps en temps, et c'est très bien, je suis fan de ce réal, c'était bien à l'époque. Mais là, pour le coup, j'en attendais un peu plus en 2018. Alors, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Donc, effectivement, oui, on pense à Frank Capra, et quand tu vois justement Monsieur Smith au Sénat, tu as un personnage. Non, mais tu as un personnage qui mène un combat face au gouvernement, etc. Non, mais peu importe que ça soit dans les années 50. Voilà, c'est après, c'est le style de Spielberg de faire du cinéma humaniste. Oui, mais c'est justement pour ça que moi, je le condamnerais. Non, mais j'ai compris. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que oui, effectivement, Nixon est montré d'une façon, mais comme ça, c'est-à-dire pas caricaturale, parce que bon, en plus, on entend les vrais enregistrements. Oui, on entend les vrais enregistrements de l'époque de Nixon, et il joue avec ça. Mais je trouvais ça justement qui est important. De montrer Nixon comme le grand méchant du film, pour qu'il y ait une vraie opposition, il fait office d'antagoniste, Nixon, pour
pour les héros. Alors oui, effectivement, les journalistes sont les héros, mais je suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de nuance, parce que justement, au sein même de la rédaction, il y a des tensions, il y a des dissonances, il y a des... ils sont en conflit. Tu as Meryl Streep, donc, qui est tiraillée entre deux feux, qui doit répondre à ses actionnaires et au conseil d'administration, parce que le Washington Post est en phase de rentrer en bourse, et en même temps, elle doit répondre à son rédacteur en chef qui, lui, a son éthique journalistique et qui veut publier les fameux documents, les Pentagon Papers. Ouais, mais voilà. Donc, il y a toute cette opposition qui est hyper intéressante, qui apporte beaucoup de dynamisme au film, et d'ailleurs, c'est là où est tout le talent de Steven Spielberg, c'est-à-dire que le film se passe essentiellement dans des bureaux, dans des salles de rédaction, dans des salons, mais il arrive à te rendre toutes ces scènes plein de suspense, palpitantes, c'est-à-dire que le mec, il arrive à te bouleverser avec un coup de téléphone, c'est incroyable, il te filme une photocopieuse comme une arme menaçante, c'est du grand art, quoi. C'est du grand art. Là, on a un Spielberg qui est en totale maîtrise de son art. Effectivement, Spielberg se met derrière ses personnages. Mais j'ai envie de te dire, où est le problème ? Où est le problème, c'est que moi j'en attends un peu plus, parce que je pense que dans la vie ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que tout simplement, les journalistes ne sont pas juste avec un problème de tiraillement. Parce que si tu veux, tu parlais des dilemmes. Mais ok, moi je suis d'accord avec toi que les dilemmes sont extrêmement bien traités. Ça c'est bien traité, c'est une partie qui est très très bien traitée, j'ai aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est surtout sur la psyché des personnages, quoi. C'est-à-dire que pour moi... c'est trop lisse tout ça, c'est-à-dire que je ne peux pas croire que les gens dans la vie des journalistes ou des directeurs de rédaction soient aussi lisses que ça, soient aussi gentils que ça. Mais chez Steven Spielberg, on a envie un peu que tout le monde soit gentil. Bon, c'est sa vision. Moi, en tout cas, ce serait pas la mienne si j'étais derrière la caméra avec un scénario pareil. Mais c'est ce que je reproche. Je ne suis pas d'accord par rapport au fait que les personnages soient si lisses que ça, puisque finalement Tom Hanks met en péril. Oui. Mais met en péril la pérennité du journal, c'est-à-dire qu'il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus du journal. S'il publie ces fameux documents, le gouvernement les attaque et risque de faire fermer le journal, donc de faire perdre des emplois, etc. Donc non, je suis pas tellement d'accord pour dire que les personnages sont gentils. Alors c'est-à-dire que c'est des personnages qui prennent des décisions importantes, fortes, qui peuvent peut-être mettre en danger la carrière de leurs collègues. Alors, ça aurait été intéressant cette idée, mais si c'était traité sous l'angle de l'opportunisme du mec. Et le problème, c'est que chez Spielberg, c'est pas traité sous cet angle-là. C'est traité sous l'angle de l'éthique journalistique et de la bonne conscience de publier ses rapports. Et c'est là où ça me dérange. Moi, j'aurais fait quelque chose, j'aurais accentué l'ambiguïté de personnage par exemple, en dépeignant un caractère opportuniste du mec. Mais tu sens que Spielberg, il veut pas l'abîmer. Il veut pas prendre de risques. Je trouve que Spielberg, là, il reste dans sa petite zone de confort à faire du politiquement correct, comme il sait très bien faire d'ailleurs. Et moi, c'est ce que je lui reproche. Et ce qui est dommage, parce que j'ai cru qu'à partir de Munich, il était sorti de ça. Et en fait, tu te rends compte qu'il peut pas s'empêcher d'y revenir. Et moi, c'est quelque chose, personnellement, que je condamne, surtout pour un réalisateur comme Steven Spielberg, qui a plus de 70 ans et 31 films à son actif. J'en attendais un peu plus de lui. Alors, c'est tout l'aspect reproche. Après, sur tout l'aspect technique, c'est-à-dire, voilà, la façon, comme tu disais, de mettre en scène, il y a une scène avec un coup de téléphone qui est juste extraordinaire. Il arrive, voilà, c'est là où est la force du mec. C'est-à-dire que le film repose effectivement sur des ressorts narratifs comme ça, c'est-à-dire des coups de téléphone, des papiers qu'on va photocopier, tout ça, et Spielberg en fait des scènes dantesques. Ça, c'est sa grande force. Sa grande force, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que il arrive à te rendre passionnant des trucs qui seraient totalement soporifiques. Et là, moi je dis chapeau, quoi. Voilà. J'ai l'impression d'être une petite souris qui se balade comme ça dans toutes ces salles et dans tous ces couloirs là du journal, des salles de rédaction et tout. Et ça, effectivement, c'est grâce à ces idées de mise en scène, à utiliser quand même pas mal le Steadicam et à faire pas mal de mouvements de caméra et de se balader comme ça avec des portes qui s'ouvrent, etc. On rentre comme ça dans les pièces, on ressort. Ça fourmille d'idées pendant tout le film, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il est aidé par la musique de John Williams. Alors la musique de John Williams, elle est peu présente dans le film, hein. Elle est utilisée avec parcimonie, mais quand elle est là, elle te relève les scènes avec une couche d'émotion supplémentaire et qui te rendent le truc encore plus bouleversant. Et de voir Meryl Streep descendre les marches d'un tribunal et voilà, ça y est, quoi. Ou une personne qui décroche un téléphone. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est qu'il arrive à transcender des trucs du quotidien. Mais ça, il y a
que lui qui arrive à le faire. Je veux dire, c'est là où le mec est quand même, ça reste quand même le haut niveau de la réal. Et d'ailleurs, il nous le prouve dans les 5 premières minutes du film qui se passe, qui est en fait une scène de guerre au Vietnam. Et en 5 minutes, il te montre qui c'est le patron, quoi. Non, mais c'est vrai, cette scène, elle est tellement bien filmée. Et à la limite, il se permet même pas une scène, j'ai envie de te dire, genre limite à la Soldat Ryan, quoi. Non. Il te fait vraiment une scène beaucoup plus minimaliste, mais alors... Mais hyper efficace. Ça renvoie, quoi. Et puis surtout, comment la scène se termine. La scène se termine sur un plan d'une machine à écrire. Ça, c'est très habile. Et ça, c'est fort, quoi. C'est Et très, en fait, et je trouve que justement, le film, il est parsemé comme ça de symbolisme, de métaphores à travers ses plans. Donc, la machine à écrire, la photocopieuse, comme si les mots étaient des balles, étaient des balles de revolver. C'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est du grand art. Alors, tout le monde dit que c'est la première fois que Meryl Streep travaille avec Steven Spielberg. C'est faux. Meryl Streep s'était déjà illustrée sur Intelligence Artificielle en faisant la voix de la Fée Bleue. Voilà. Intelligence Artificielle, film complètement sous-estimé de Steven Spielberg. Que moi j'avais adoré. Que nous avions adoré à sa sortie. Voilà, donc il faut le revoir. Et je voudrais aussi rajouter un truc par rapport au fait qu'on entend souvent que ce film est un tacle à l'administration Trump. Et je trouve que c'est hyper réducteur de qualifier, d'enfermer ce film dans cette catégorie. Moi je trouve que c'est un film intemporel. Ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui. Je suis d'accord. Et sera vrai demain. Je veux dire, la liberté de la presse, quand la démocratie est en danger, tout ça, c'est intemporel. Le combat de journalistes qui veulent faire éclater la vérité, ce sera toujours d'actualité. Donc ça n'a rien à voir avec... même si ça résonne un peu avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même rappeler, comme tu disais au début... Avec les fake news. Voilà. Et puis le film a été fait quand même en urgence. Donc on peut quand même se poser la question, si tu veux, du fait qu'il a voulu rapidement peut-être envoyer ce message à Trump. Bon, après... Ouais, mais je trouve pas que le film s'enferme là-dedans, quoi. C'est un film qui marchera... Moi je pense aussi, qui est intemporel. Mais comme Les Hommes du Président de Alan J. Pakula, c'est un film d'enquête journalistique. Qu'est-ce que c'est qu'être un journaliste? Alors, comment ce film il a été reçu par la presse et les spectateurs du monde entier? On va commencer tout de suite sur IMDb. Alors il est sorti quand aux États-Unis? Alors il est sorti en décembre, donc pour l'instant, donc voilà, il a une moyenne de 7,5. Donc c'est bien, mais ça aurait pu être plus fou. Enfin, pour moi, ça méritait beaucoup plus. Alors, sur Allociné, il a une moyenne presse de 4,2. Donc, c'est un emballement critique au niveau de la presse en France. C'est assez dithyrambique. Et spectateur, il a une moyenne de 3,9. Donc, c'est un peu moins emballé du côté des spectateurs. Peut-être que beaucoup de personnes rejoignent tes critiques, à savoir peut-être un film trop long au début, etc. Et sur Rotten Tomatoes, le film il a une moyenne de 88% d'avis favorables. Donc un emballement critique aussi de la part de la presse internationale, même s'il méritait un petit poil plus pour moi. Donc voilà. Donc pour moi, j'ai adoré donc ce film de Spielberg, surtout que le dernier en date, c'était le bon gros géant que j'avais détesté. Et voilà, donc j'ai été vraiment très content de voir ce film. C'est un film où il convoque à la fois Frank Capra et Alfred Hitchcock. En tout cas, moi j'ai vraiment été bouleversé par le film. J'ai carrément même eu les larmes aux yeux à certaines scènes. Il y a vraiment que Spielberg, mais pour nous bouleverser, pour nous émouvoir, nous tirer les larmes sur un thriller politique, une enquête journalistique. C'est pour ça que moi je lui donne 4,5. 4,5, baf. Moi, compte tenu de toutes les remarques que j'ai fait, je lui mettrais un 3 sur 5 parce que, trop inégal pour moi, le fond que j'aime pas, les acteurs trop en surjeu pour moi, et la deuxième partie qui est très très bien, mais voilà, il y a trop, pour moi, c'est trop inégal et le ton du film, les personnages qui pour moi sont pas assez ambigus. J'ai juste, avant, j'ai juste une petite recommandation d'un coffret, puisqu'on est en plein dedans, sur la guerre du Vietnam, c'est un coffret qui s'appelle Vietnam, c'est sorti chez Arte Édition, et ça c'est génialissime. Pourquoi? Parce que c'est un film documentaire qui montre les deux parties, c'est-à-dire la partie américaine et la partie vietnamienne du conflit, avec des images d'archives incroyables, donc qui remontent à la genèse du conflit, pendant le conflit et les conséquences du conflit. C'est génial, c'est hyper instructif, n'hésitez pas surtout à vous jeter sur ce documentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à nous dire si vous êtes d'accord avec Tom, avec moi, qu'est-ce que vous avez pensé du film, quels sont vos Steven Spielberg préférés. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, Twitter, Sens Critique et Instagram. Nous on revient la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.